Salut Gab, Salut Alex, comment ça va? ça va très bien, ça va bien toi? Bien. Bon, on a un épisode aujourd'hui du podcast de Plus de Millage. Donc, on va revenir sur notre dernière vidéo, celui de la Tesla, que vous avez écouté en très grand nombre. Ensuite, on va passer aux nouvelles. On va parler du Ioniq 6 encore un peu cette semaine. Ensuite, on va parler de GM qui semble avoir lancé un Sierra AT4 électrique. Est-ce que c'est vraiment le cas? Puis ensuite, on va parler des voitures moins chères qui sont disponibles, des voitures électriques qui sont disponibles dans d'autres marchés à l'étranger, des voitures qui, s'ils étaient disponibles au Canada, puis évidemment, il y a tout plein de contraintes de sécurité, mais qui seraient aux environs de 12 à 15, 16 000 après les subventions. Donc, on va voir qu'est-ce qui se fait aussi ailleurs dans le monde. Donc, si on revient sur l'épisode de la semaine dernière, on a fait un essai de la Tesla Model S Plaid. C'était assez incroyable comme voiture, puis on a eu un petit peu de controverse au niveau de l'accélération. Est-ce que c'est vraiment la voiture la plus rapide du monde ou pas? Ce qu'on voulait dire, c'est que c'est la voiture que vous pouvez acheter qui est la plus rapide du monde. Parce qu'évidemment, sur le Car 2000, c'est vrai que la dernière version de la Bugatti Chiron Super Sport serait légèrement plus rapide. Puis c'est vrai que Rimac a fait des véhicules de test qui sont plus rapides, mais qui ne sont pas nécessairement encore en production. Donc, puis des Rimac, de toute façon, celles qui ont été produites, il y en a quoi, une centaine dans le monde. Donc, la Tesla Model S Plaid, c'est une voiture que vous pouvez aller en ligne, sortir, je sais pas, vos informations bancaires, peu importe. Vous pouvez commander une Tesla Model S Plaid en littéralement 10 à 15 minutes, puis l'avoir chez vous 4 à 8 semaines plus tard. Puis ça coûte pas 2 millions de dollars. Donc, c'est ce qu'on voulait dire, c'est des voitures que une personne, disons, aisée, là, mais qui fait relativement partie du commun des mortels, qui n'est pas un milliardaire ou une personne qui précommande des voitures qui n'existent pas encore des années à l'avance, c'est quelque chose que vous pouvez acheter. Puis parmi ces voitures-là, c'est réellement la plus rapide du monde. Donc, ce qu'on voulait vous demander, en fait, là, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont écouté les vidéos, puis on a juste une petite proportion qui est abonnée. Donc, si vous aimez ce qu'on fait, puis si vous voulez voir les prochaines vidéos, puis on a des trucs qui s'en viennent qui sont tout aussi incroyables que la Model S Plaid, on vous invite à vous abonner puis à cliquer sur la petite cloche. Ça aide vraiment, puis ça vous assure aussi à vous de voir les prochaines vidéos de Plus de Millage. Absolument, merci Gab. Et ensuite, enchaînons avec le reste de nos sujets aujourd'hui. Le Ioniq 6, on en a parlé la dernière fois qu'on a fait un podcast. Évidemment, là, c'était le dévoilement de Hyundai en Europe. Et puis, les détails étaient beaucoup plus spéculatoires que réels. Mais aujourd'hui, ou hier en fait, excusez-moi, Hyundai a relâché encore plus d'informations à propos du Ioniq 6. Mais tu sais, en réalité, nos spéculations étaient quand même assez exactes. Ça va utiliser la même motorisation que le Ioniq 5. Quoique l'empattement est un peu différent, la longueur du véhicule est un peu différente. Moi, je m'attendais à comme un moule identique, même dimension extérieure, mais bon, peu importe, ça, c'est pas super important pour, pour, dans le fond, mon propos. Mais c'est que ma prédiction, c'est avéré vrai, c'est que l'autonomie va être largement supérieure au Ioniq 5. Et ça, c'est très intéressant. Probablement pourquoi? Dû à le coefficient de traînée de ce véhicule-là et probablement aussi l'air frontal qui est très faible à l'avant vu que ça a un tout petit museau. Mais bon, sur la norme WLTP en Europe, Hyundai annonce que la version 2 roues motrices avec les roues de 18 pouces et la batterie de 77 kWh, celle qu'on voit dans le Ioniq 5 là, et le EV6 avec l'autonomie prolongée, on parle de 610 km WLTP. Bon, la norme WLTP en Europe, c'est pas la même chose que la norme du EPA aux États-Unis ou le gouvernement canadien, qui sont très similaires, les deux, le plus ou moins 2-3% souvent. Il y a à peu près 20 de différence, mais lorsqu'on fait 610 fois 0,8, 80 on tombe à 488 km, ce qui fait aucun sens parce que la version avec le plus d'autonomie du Ioniq 5 dépasse un peu là, les 500 km. Donc, rapidement, là, on peut estimer là, que le Ioniq 6 en Amérique du Nord va probablement dépasser 550 km ou probablement arriver très près de la Tesla Model 3 Long Range. La seule chose ici que des gens très allumés vont me dire, oui, mais Alexandre, elles sont tous 4 roues motrices, les Tesla Model 3 Long Range. Et vous avez absolument raison. Donc là, c'est encore une fois là, la petite parcelle là, d'avantage que les Tesla ont sur les autres parce que Tesla est un des seuls constructeurs que lorsque leurs voitures sont en mouture 4 roues motrices, elles sont plus efficaces au kilowattheure par 100 km. Tesla a probablement une façon de programmer qui est meilleure, utilise mieux leur moteur. Peu importe, je ne suis pas un ingénieur de Tesla, je ne le sais pas, mais quand tu regardes les autres constructeurs, la version 2 roues motrices, c'est elle la plus économique au kilowattheure par 100 km. Ça sera encore le cas du Ioniq 6, mais quand même très prometteur. Ça va être un très bon compétiteur, surtout que Hyundai est capable de bouger des véhicules rapidement et en masse. Donc, ça va être à voir et on a très hâte d'essayer ça. Je ne sais pas, Gab, si tu as
Qu'est-ce que tu en penses du NX6? Je sais que tu trouves ça un peu cher, là, même si on ne connaît pas le prix, mais tu Ben, présumes que ça va être je très dis que cher. c'est cher, mais la réalité, c'est que ça compétitionne le Model 3, puis que ça va certainement Directement. être près des prix de le Model 3, puis certainement moins cher qu'un Tesla Model 3 Long Range. Donc, c'est cher, mais tout est relatif, là. Je suis pas excité au sens que j'aimerais ça d'en acheter un. Je suis excité de voir qu'il y a des gens qui viennent compétitionner Tesla, puis plus il y a de gens qui les compétitionnent, plus il y a de compétition, plus il va y avoir des gens qui vont offrir des trucs moins chers. C'est ce qui m'intéresse. Fait que plus de compétition, c'est toujours une bonne chose. C'est juste que c'est plus un mystère pour moi où ça se place dans le segment. Dans le fond, si c'est plus cher qu'un Ioniq 5, ça sert à C'est quoi? sans Je sais intérêt. pas. Ouais. C'est sans intérêt pour moi. Ça veut pas dire que c'est sans intérêt pour tout le monde dans le marché. Je suis juste un peu curieux. Là, mais bon, il manque des informations dans le fond. Je peux pas me forger une opinion tout de suite sur le Ioniq 6. Je vais essayer de le juger sans préjugés. Je suis bien d'accord avec toi parce que selon moi, malgré que, tu sais, dans le fond, le comment c'est segmenté, tu sais, Ioniq 5, c'est le chiffre 5, Ioniq 6, chiffre plus haut. Théoriquement, ça devrait être plus cher, mais pourquoi que la berline serait plus chère? Parce que dans le marché nord-américain, là, je veux dire, on le voit là, sur les routes. Voyez-vous des nouveaux Honda Accord? Voyez-vous autant de Camry et de Toyota Avalon ou de Kia Optima? Il y en a presque plus sur nos routes parce que les gens vont vers les VUS. Donc, clairement, pour Hyundai, mettre la Hyundai Ioniq 6 beaucoup plus cher que la Ioniq 5, ça serait se tirer dans le pied littéralement, à moins que cette voiture-là soit exceptionnelle et aille compétitionner des véhicules beaucoup plus chers. Moi aussi, je suis un peu perplexe là-dessus. Et peut-être même, c'est quoi ma prédiction, Gab? Les prix vont être similaires au Ioniq 5. Donc, les gens vont faire le choix entre VUS ou berline. Le résultat sera que vous aurez plus d'autonomie sur la Ioniq 6, mais si vous n'avez pas l'espace... Une chose qu'on sait, c'est qu'il va se vendre plus des Ioniq 5 que des Ioniq 6. Ben oui, bien sûr. Ça c'est inévitable. À la limite, on pourrait quasiment se demander pourquoi il lance une berline, là, puis je sais que, bon, on pourrait se poser la question. Là. Tesla vend plus de modèle Y dans le monde que de modèle 3, puis c'est pas le cas évidemment au Québec parce que le modèle 3 avait très très cher. Puis en fait a accès à certaines subventions que le modèle Y n'a pas parce que le prix de base est plus cher. Là. Donc, ça reste à voir. Je trouve ça un peu curieux de lancer le Ioniq 6. Je pense que le Kia EV9, puis peu importe ce sera quoi le nom de la version Hyundai de ce véhicule-là, ça va être un véhicule beaucoup plus populaire que le Ioniq 6 là, si on essaie de se projeter un peu plus dans le futur. Probablement, mais aussi, peut-être, Gab, ce qu'on ne voit pas, c'est que peut-être en Europe et en Asie, ça va aller compétitionner les berlines d'entrée de gamme des constructeurs allemands. Donc, c'est peut-être ça là, que, dans le fond, la même chose que Tesla fait en fait dans ces marchés-là. Là. C'est peut-être juste ça aussi qu'il y a des trains de faire. Là. C'est peut-être un véhicule qui est plus destiné au marché européen ou qui fait plus de sens sur le marché européen. On le voit avec les voitures électriques de BMW. Là, on regarde la BMW i3, puis nous, on trouve ça complètement sans intérêt, en tout cas, moi. Et pourtant, ils en vendent, là. Ils en vendent vraiment, 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 vraiment beaucoup. Mais ils ont arrêté la production, Gab, récemment, là, mais ils en ont vendu beaucoup. Oui, ils en ont vendu vraiment beaucoup, puis, mais pas en Amérique du Nord, là, mais en Europe, c'est un véhicule qui fait du sens sur leur marché. Puis là, ça nous amène, Alex, à la prochaine nouvelle. Cette semaine, j'ai été comme mystifié. Ensuite, j'ai compris. J'étais sur YouTube, je cherchais des choses à regarder, puis là, je vois une vidéo de TFL, c'est écrit Sierra AT4X AEV. Là, je suis là. Un Sierra AT4X, qui est comme l'équivalent du Colorado CZR2 électrique. J'étais là. J'ai complètement omis ce que le A voulait dire dans AEV, puis je me suis dit Electric Vehicle, Sierra AT4 électrique. Ah, c'est malade! Puis là, j'ai regardé la vidéo. Puis finalement, c'était le Sierra AT4 American Expedition Vehicle Edition. American Expedition Vehicle font des accessoires là, hors route, des pare-chocs hors route, des treuils et autres accessoires. Donc en fait, c'est juste un Sierra AT4X avec des accessoires installés de compagnie dessus qui doit coûter quelque chose comme 90 000 $, qui est donc absolument sans aucun intérêt, qu'un V8 6.2 litres et certainement pas de moteur électrique ni de batterie. Fait que j'ai été vraiment déçu. J'étais comme là, ça s'en vient, là, tu sais, mais non. En fait, il faut attendre à l'année prochaine pour voir les premiers véhicules, les premières camionnettes GM excluant le Hummer EV électrique avec le Silverado, puis il va y avoir un Sierra Denali électrique, puis après ça, d'autres modèles. Mais les modèles hors route, on sait qu'il va y avoir un Silverado Trail Boss électrique, mais ce qu'on a vu, c'est un dessin, là. Il n'y a pas de prototype. Là. Le seul véhicule physique qu'on a vu
en termes de camionnette, là, c'est le Silverado RST qui est la version sport. Fait que, pas pour tout de suite un Sierra T4 électrique. Je suis sûr que ça va venir. Je pensais que c'était le moment, mais c'est pas le moment du tout. C'est juste un Sierra avec une winch de compagnie. Fait qu'on peut passer au prochain sujet. Alex, on va parler des autos des voitures électriques peu chères et accessibles qui sont disponibles sur d'autres marchés et qu'on verra jamais ici. Oui. Donc, moi, je vais commencer avec la marque Dacia. C'est compliqué. C'est une marque roumaine qui appartient à Renault. Puis, en réalité, là, quand je suis allé en Islande l'été dernier, j'avais un Dacia Duster, un petit VUS là, qui est basé sur la plateforme de la Renault Clio puis de la Nissan Versa. Puis, c'était merveilleux. C'est une voiture... souvenez-vous des Suzuki Vitara. C'était à peu près ça, mais un peu moins cru, un peu plus souple et doux. Mais bon, peu importe. C'est une voiture très, très tiers-monde, là, parce Toi, que tu c'était parles pas très, très des équipé. Vitara dans le temps, là, des débuts des années 2000. Oh, et dans ce temps-là, quand ça partageait la plateforme avec le Chevrolet Tracker. Tu avais le petit Vitara, puis tu avais le grand Vitara. Après ça, tu avais les XL7 qui étaient comme un très grand Vitara. Oui. Mais dans tous les cas, je vous montre ça à l'écran, le Dacia Spring. Voiture électrique, semi-VUS, véhicule urbain, de la grosseur à peu près d'une Nissan Versa, un peu plus grosse d'ailleurs, probablement sur la même plateforme. Puis ça, c'est une voiture, là, dans le fond, je suis sur le site français de Dacia, qui est une marque très, très populaire en France, parce que ces véhicules-là, à beaucoup, sont extrêmement populaires. Puis là, moi, ce que je trouve très, très drôle, là, ici, il y a un calculateur d'autonomie sur leur site, là, je vous mettrai des écrans. Puis là, ils vous me disent dans quelles conditions. Parce que ce petit véhicule-là, c'est une voiture de 45 chevaux avec une batterie de 26,8 kWh. Donc, on ne va pas très, très loin. Donc, c'est clairement un véhicule urbain. Mais quand même, tu sais, je veux dire, le prix, on parle de 19 800 € taxes incluses. Donc là, quand on reconvertit ça, Gabriel, je pense qu'on parle de 24 000 $ canadiens, c'est ça? 26 000 $ canadiens. 26 000 moins les canadiens. Subventions, Alex, parce que ce véhicule-là, il serait admissible à 12 000 $ de subventions au Canada. Fait 14 000 $ taxes incluses. 14 000 $ taxes incluses. OK, oui, c'est une voiture que son autonomie WLTP, c'est 230 km, donc en réalité, on peut se dire dans la vraie vie, mais c'est justement ça. Ils ont un calculateur de qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie. Donc, je me suis dit, on va rouler 110 km/h sur l'autoroute. Il fait 25 degrés et je mets la climatisation. Ah, OK, on me demande juste 35. Il y a 85 km d'autonomie. Oh, popo. Et aussi, OK, dans le fond, on est en plein hiver, moins 15, on met le chauffage, on a 61 km d'autonomie. Donc, tout ça pour dire que pourquoi on ne voit pas des véhicules comme ça dans le marché? Parce que c'est pas une question de sécurité, c'est une voiture avec des sacs gonflables, puis c'est bâti sur une architecture assez moderne là, que Nissan, Renault et Dacia partagent. C'est que dans le fond, en Amérique du Nord, avec comment que les villes sont bâties, les villes sont très grandes, on roule de grandes distances, c'est pas adapté pour nous malheureusement. Ça serait vraiment le fun d'avoir des voitures moins chères, quitte à garder la Ioniq originale, quitte à garder la Nissan Leaf, les rafraîchir, quitte à éventuellement garder la Chevrolet Bolt, mais baisser les prix drastiquement le Kona EV, le Kia Niro, mais ça n'a pas l'air d'être là-bas qu'on s'en va. Mais bon, ça, c'est mon petit constat. C'est malheureux, mais je trouve ça très, très joli comme petit véhicule, une belle bouille. Puis évidemment, tout l'équipement est là, mais tu sais, en réalité, voiture de 45 chevaux, 28,6 kWh qui charge à 30 kW. C'est pas adapté à nos conditions nord-américaines, mais quand même, dites-vous qu'en Europe, en France, les gens peuvent avoir des voitures électriques très, très peu chères. Et je crois, Gabriel, que toi aussi, tu as trouvé une perle. Oui, j'ai trouvé une perle. En l'absence de RAV4 Prime disponible, j'ai trouvé un autre modèle Prime, le Tata Nexon EV Prime, parce que c'est Prime et EV, mais ce n'est pas un véhicule électrique hybride branchable, c'est un véhicule 100% électrique. Tata, c'est une compagnie de voitures, si vous vous rappelez, là, je sais pas, une 10-15 ans, ils avaient lancé la Tata Nano, la voiture la moins chère du monde, je ne sais plus comment ça coûtait, 2500 ou 4000 $, quelque chose comme ça. Mais là, c'est un véhicule un peu plus gros. C'est comme un petit VUS urbain qui a une batterie de 30 kWh, 129 chevaux, 0 en 9,9 secondes, ce qui, selon Tata, est la meilleure performance dans la classe. Donc, je ne sais pas à quoi ça se compare, mais ça ne doit pas être très glorieux. Puis, on a recharge rapide 10 à 80% en 60 minutes. Mais c'est juste une batterie de 30 kWh. C'est probablement une recharge à 25 kW. Fait que, écoute, c'est parfait. Il y a des gens qui nous demandaient
à quoi servent les bornes 24 kW du circuit électrique? Ils servent à recharger voilà. votre Tata Nexon EV Prime, clairement, c'est pour ça. Donc, c'est ça. Fait que c'est un petit véhicule urbain, puis l'autonomie n'est pas clairement indiquée sur le site web. Là. On s'attend, j'imagine, à ce que ce soit quelque chose comme 200 km dans les plus meilleures possibles conditions, puis probablement moins que ça, et effectivement à moins 15 ou moins 30 au Québec, ça doit être pas tant que ça. Mais c'est un véhicule qui se vend dans sa version de base l'équivalent de 24 000 canadiens. Donc, après subvention, quelque chose comme 12-13 000 ça serait intéressant, puis évidemment, il y a des raisons pour lesquelles ces autos-là ne sont pas disponibles ici. Ça ne répond pas aux normes de sécurité nord-américaines, un véhicule Tata. D'ailleurs, quand la Tata Nano avait été lancée, il y avait des collisions qui avaient été faites. C'était clair que ce n'était pas un véhicule qui répondait aux normes nord-américaines, mais je pense que, disons qu'on exclut ça, puis on s'entend que s'il était vendu ici, il coûterait un peu plus cher, puis il serait un peu plus lourd, puis il y aurait un peu moins d'autonomie à cause des normes de sécurité. Mais la réalité, c'est que si une entreprise arrivait au Québec et offrait un véhicule électrique à 29 000 disons, ou à 25 000 ou 26 000 ou dans ce prix-là, qui est admissible à toutes les subventions, je pense que peu importe les spécifications, il en vendrait. Parce que la réalité, c'est que un véhicule comme un Hyundai Kona, par exemple, EV, qui coûte 45 ou 53 000 dépendamment de la version, mais c'est à 400 km d'autonomie, c'est plus que ce que tu as de besoin pour un deuxième véhicule, mais il y a un certain nombre de gens qui vont juger que c'est pas nécessairement assez pour être leur premier véhicule. Fait que tu as des autos avec 150-200 km d'autonomie qui sont parfaites pour être le deuxième véhicule d'une famille pour des déplacements en ville, puis que tu utilises moins pour des déplacements interurbains, mais que si au besoin, il faut que tu fasses Québec-Montréal, tu peux le faire en faisant une recharge au milieu. Ça répond à un besoin, puis j'aimerais ça qu'on en voit plus. Là. Puis je sais pas c'est qui, mais un jour, il y a quelqu'un qui va arriver avec une auto à 30 000 puis qui va en vendre vraiment beaucoup. Fait que si Dacia sont capables de vendre des voitures en France à ce prix-là, à 30 000 26 000 canadiens, et faire taxes incluses, et faire de l'argent, ils pourraient le vendre le même prix ici et faire de l'argent, évidemment. Il y a plein d'autres aspects là, autour de ça, mais j'aimerais ça voir une entreprise avec. Je ne sais pas c'est qui, mais celui qui va le faire, je pense, va connaître un grand succès. Es-tu prêt à prendre des gageurs à propos de qui va faire ça en Amérique du Nord, Gab? Parce qu'on n'a pas fini de faire des vidéos, fait que dans le fond, on va probablement se rendre, puis on va probablement commenter. Je pense que le plus probable, c'est qu'on voit l'année prochaine GM ajuster le prix de la Bolt au Canada comme ils l'ont fait aux États-Unis. Parce que la Bolt de base est 26 000 ou 26 995 US. Donc, une fois qu'on applique la conversion, ça fait un peu, c'est plus que 30 000, là, mais ça en ferait le véhicule avec, disons, le ratio performance ou autonomie prix le meilleur, puis le véhicule électrique probablement le moins cher avec une autonomie décente sur le marché. Ce serait moins cher qu'une Ioniq électrique là, qui a beaucoup moins d'autonomie. Donc, je pense que ça pourrait être ça. La Hyundai, Alex, Ioniq normale, c'est arrêté la production? Oui, la production a été arrêtée récemment, puis la raison est simple, c'est un véhicule qui ne veut plus tenir, et aussi la Ioniq 6 prend sa place sur la ligne de production dans l'usine. Mais tu sais, c'est parce que je pense que ça ne sera pas nécessairement, si un véhicule qui arrive comme ça, si ça arrive à court terme, ça va être un véhicule dont on a baissé le prix. Peut-être que la Soul électrique de base, qui est 45 000 en ce moment, ce qui est incongru si on la compare à une Kia V6 de base à 45 000 au même prix, peut-être qu'elle va baisser de prix. Peut-être qu'ils vont décider que finalement c'est une voiture de 35 000 mais je ne sais pas. Je peux pas te dire. Moi, très très bonne intuition, Gab, avec la Bolt, parce qu'évidemment, aussitôt que le Equinox EV est annoncé. Probable parce que ils l'ont déjà fait aux États-Unis. Ouais. Je comprends qu'ils n'ont pas. Ils vendent assez de véhicules au Canada. Ils n'ont pas besoin de baisser le prix. Puis on l'a demandé à GM. Puis pour l'instant, le prix, c'est le prix. Ils n'ont pas l'intention de le changer à court terme. Mais je pense que ça va venir quand l'Equinox va sortir. Ouais. Moi, je crois que ça va être Hyundai ou Kia qui vont faire ça. Il y a beaucoup de rumeurs en Corée. J'en ai pas parlé encore là, de véhicules en bas du EV6 là, qui appellerait le EV4. Puis ça serait vraiment là, dans le fond, diminution de coûts drastique, beaucoup de compromis, mais ça serait un véhicule sur la plateforme GMP urbain. Quand je dis le mot urbain, là, on parle de Hyundai Venue, la voiture peut pas être 4 roues motrices, mais tu sais, très, très, très simple. Mais des voitures simples, c'est correct dans la vie, mais électrifiées. Donc, moi, je vais laisser la chance à Hyundai de me surprendre, mais aussi, tu m'as emmené à quelque part, là, avant que je termine ce segment-là,
lundi, le 18 juillet, Gab, on va avoir le dévoilement complet du Blazer EV. Donc, on reviendra peut-être, on fera peut-être on va peut-être changer notre horaire puis refaire un petit podcast là, le jour même, le lendemain, là, tout dépendamment de notre horaire. Puis on vous commentera parce que j'ai très, 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 très hâte de voir c'est quoi les capacités de batterie de la plateforme Ultium en réalité. Tu sais, le Cadillac Lyriq est sur la plateforme BEV3, c'est 100 kWh, mais c'est quoi la batterie plus petite? C'est-tu 53? C'est-tu 62? C'est-tu 77? Et lorsqu'on va savoir ça, ça va nous envoyer à plein d'endroits. On va comprendre plein de choses. Ça va être un véhicule à probablement, je pense, 50 000 canadiens, qui va être admissible à toutes les subventions. Ce qui en fait un véhicule, bon, il faut quand même avoir un peu d'argent pour acheter ça, mais c'est pas non plus si cher que ça. Ça reste moins cher que Kia V6 ou INX5 avec une traction intégrale. Fait que c'est intéressant. J'ai hâte de voir le Blazer. J'ai encore plus hâte de voir l'Equinox. Peut-être que l'Equinox, Alex, ça va être la voiture. Je sais pas. Peut-être. Mais on va vous en reparler le 18. Là, on va essayer de communiquer avec vous par YouTube ou Instagram. On va essayer de vous tirer, de vous sortir le plus d'infos. Là, on verra là, comment que GM nous présente ça, mais on va essayer. Avant de terminer, Alex, tu as vu les autos de la CEPAC spéciale cette semaine? Oui. OK, aujourd'hui, j'étais dans ma voiture, dans mon Volvo, puis j'étais sur l'autoroute 15 Nord. Ben oui, j'aime ça dire mon Volvo. Gars. Ton Volvo, t'aimes ça le rappeler parce que tu sais que ça ne durera pas longtemps. Oui, ça ne durera pas longtemps, la location est presque finie. Mais peu importe. Autoroute 15 Nord, j'étais à la hauteur de la sortie 23 sur l'autoroute 15. Là, ceux qui restent sur la rive nord sauront c'est où. Et en direction sud, il y avait des Maverick blancs, lettrés CEPAC. Là, j'étais là, Donc, la CEPAC s'est acheté des Maverick. Ils ont mis une commande, ils ont attendu. C'est probablement des versions XL 4 roues motrices. Mais, comme m'a dit Gabriel, c'est beaucoup mieux pour ramasser des poubelles puis ramasser des campements un Maverick 2 litres 4 roues motrices qu'un F250 Super Duty. Effectivement, on aimerait ça savoir que c'est des véhicules de traction, mais la réalité, c'est que c'est pour des parcs nationaux, puis c'est correct de prendre des véhicules 4x4, là, ou traction intégrale, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai, j'ai vu ça, j'étais allé à Duchesne à un moment donné, il y avait un monsieur, il y avait un F250 avec cabine d'équipe et une boîte de 8 pieds qui vidait les poubelles. Je me suis dit, mais tu sais, c'est pas une utilisation efficace et raisonnable des ressources. Donc, de passer d'un V8 diesel ou essence, je ne me rappelle plus, de plus de 6 litres à un 4 cylindres de 2 litres, c'est déjà beaucoup plus raisonnable. Puis, peut-être qu'on verra des Maverick hybrides ou électriques branchables bientôt. Donc, c'est un bon coup de la CEPAC, il faut quand même le reconnaître. Là. C'est une bonne chose. J'en ai une dernière pour toi. Je t'en ai pas parlé parce que tu vas me dire, Alexandre, c'est pas intéressant, mais en Europe, au bureau de la propriété intellectuelle de l'Union européenne, Ford a fait 2 entrées. Là, ils ont réservé 2 marques de commerce, Ranger Lightning et Maverick Lightning. Ils ont vraiment fait ça. Je vous mettrai l'article en description du vidéo. Ça veut rien dire, parce qu'ils veulent juste probablement se réserver le nom. Mais quand tu le fais, souvent, tu as des intentions. Et le directeur général de Ford, Jim Farley, lorsque le F-150 est sorti de la ligne, lorsqu'on fait l'événement, ils ont dit « Nous avons une autre usine aux États-Unis en construction actuellement qui va servir à assembler notre prochaine camionnette électrique. » Est-ce que c'est le Maverick? Est-ce que c'est le Ranger? On le sait pas. Lightning avant un Ranger Lightning. D'ailleurs, le Ranger est un véhicule qui a une valeur de revente élevée je n'ai jamais compris. Mais j'ai hâte de voir des Maverick électriques, Alex. C'est pas intéressant, là, c'est intéressant. Mais des fois, les entreprises inscrivent des marques de commerce pour des choses qu'ils ne vont pas faire juste pour induire en erreur leurs compétiteurs. J'avais entendu dire, il y a un de mes profs à l'université, pas quand j'étais avec toi, mais quand j'étais dans l'autre université, qui m'a dit qu'il y avait un constructeur qui s'était mis à développer des brevets sur des technologies de moteur 2 temps, juste pour laisser croire aux autres constructeurs automobiles qui allaient faire des autos 2 temps et qui allaient faire fonctionner ça pour que ça respecte les normes d'émissions polluantes. Puis leurs compétiteurs se sont mis à dépenser beaucoup d'argent, essayer de développer des moteurs 2 temps, mais finalement, c'était juste du pipeau. Oui, ils faisaient des papiers, ils écrivaient des brevets, mais ils dépensaient pas vraiment d'argent en recherche. C'était juste pour faire semblant, pour ruiner leurs compétiteurs. Fait que faut faire attention des fois, mais je pense que Ford va lentir. On s'entend, là? Un jour, il va avoir une petite puis une moyenne camionnette électrique chez Ford. Fait que c'est-tu dans 2 ans, c'est-tu l'année prochaine, ou est-ce que c'est dans 10 ans, on ne sait pas. Mais c'est certain qu'ils vont éventuellement les faire. Fait que c'est correct qu'ils réservent les marques de commerce. Ouais. Donc, sur ce, Gabriel, tout ce que j'ai à te dire, c'est je te souhaite une bonne soirée et à nos chers auditeurs, on se dit à la prochaine.